2 janvier de la nouvelle année. Je prends la parole au milieu de la nuit dans ce long tunnel qui voilà donc qui a commencé depuis un moment. Simplement, j'ai pensé à quelque chose pour inaugurer l'année. J'ai vu, ou j'ai plutôt lu, un petit récit sur la mort volontaire d'un être humain. Et ça m'a fait venir cette idée, de nouveau, je l'ai en moi, donc de nouveau, en fait, cycle de la douleur. Souvent, quand nous parlons de choses qui nous affectent, nous utilisons le mot souffrance. Alors la souffrance, c'est plus lié à une sorte de chose qui s'impose à nous. La souffrance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours éviter. En tout cas, la souffrance, quand on dit la souffrance psychique, on ne dit pas la douleur psychique, on dit la souffrance, je ne sais pas exactement. Il y a une parenté entre les deux termes. Ce ne sont pas des synonymes, mais ils sont proches. Et la souffrance qui est un état presque pathologique, et il n'est pas toujours source de créativité ou source de contrôle. La souffrance, c'est un phénomène tellement pesant, alors que la douleur, c'est quelque chose qu'on va chercher. C'est quelque chose qu'on peut cultiver. La douleur, parce qu'elle nous rappelle, si je me pince, ça me rappelle que mon corps est plutôt, ça me rappelle qu'il est toujours vivant, qu'il est doué de sensibilité, mais aussi que c'est un corps qui n'est pas insensible à certaines choses, à certaines atteintes. Quand on l'atteigne sur le plan physique, j'imagine que là aussi on peut dire qu'il n'est pas insensible non plus sur le plan psychique. Voici comment inaugurer l'année. En tout cas, une manière bien particulière de dire un peu son opposition, de se tenir à distance. Bien sûr, la nouvelle année, on la laisse, comme hier j'ai entendu des jeunes crier vraiment de façon presque hystérique, juste au moment du passage. Quelques cris de joie, mais là encore c'est des jeunes, donc des jeunes en début de vie, c'est leur moment. Ils sont encore dans l'illusion, quoique l'illusion c'est quelque chose qui peut nous rendre service à nous aussi les vieux. C'est pas une chose totalement inintéressante, inutile. Être dans l'illusion, c'est pouvoir un peu se projeter encore dans l'avenir, même quand on est condamné, imaginer que peut-être il va y avoir une intervention humaine ou divine, peu importe, qui va nous sauver, qui va nous épargner au dernier moment ou quelque chose dans ce genre. Voilà le cycle de la douleur. Quand on dit cycle, évidemment, par exemple le cycle de fondation que moi je connais, et puis d'autres cycles dans le domaine de la littérature d'anticipation. Et un cycle, c'est quelque chose devant laquelle moi je m'incline. Quand je lis Fondation, que évidemment quand je l'ai lu, j'ai été étonné par le souffle et par la capacité de garder le cap dont a pu témoigner l'inventeur. Après, c'est vrai que à un moment donné, j'étais un peu surpris et en même temps, quand Mélenchon a cité Fondation,
Je ne sais pas, il y a quelquefois des choses qu'on lit et ils sont porteurs d'une idéologie avec laquelle on n'est pas d'accord. Mais quelquefois, on est plus sensible aux récits, aux différentes atmosphères, plutôt que... Il peut y avoir une idéologie, mais quelquefois, elle n'est pas très facile, elle n'est pas comme ça perceptible au premier abord. Il faut la chercher. Et moi, je ne suis pas doué de ce sens critique qu'ont certaines personnes et que je trouve assez épatant. Voilà donc le cycle. Là, il ne s'agit pas d'un cycle de ce type, quoique j'aurais préféré cela plutôt qu'un cycle sur la douleur, ou alors parler de la douleur, mais pas de façon plate, de façon attendue, de façon... J'aimerais parler de la douleur d'une autre façon. Tout à l'heure, enfin hier, je suis passé dans ma cuisine et je mets la radio, j'ai entendu un bout de poésie et ça m'a donné cette idée, comme ça, je suis assis à ma place, rien ne se passe, juste le temps qui passe. Je suis assis à ma place, rien ne se passe, juste le temps qui passe. On pourrait imaginer que c'est un haïku, seulement le haïku est une science. Alors, il faut pas, quand on n'a pas la compétence pour faire des haïkus, on laisse ça à d'autres. Mais en tout cas, il y a une sonorité, mais c'est... en fait, on voit à quel point, enfin en tout cas moi, je suis prêt à me laisser influencer. J'adore les façons, les nombreuses façons que je trouve chez d'autres. Et si j'étais dans de bonnes conditions de création je partirais totalement, je m'inspirerais de cela, enfin je ferais, je ferais un peu d'emprunt, hein, et j'irais explorer, j'irais suivre la manière et le style et le positionnement de ces inventeurs. Et, et donc on peut continuer. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors, je suis assis à ma place et devant moi passe un, un fantôme, un fantôme d'un passé très passé. Un fantôme ou un vestige d'un passé très passé. Je suis assis à ma place, je vois passer devant moi un vestige de mon passé très passé. On peut continuer comme ça, c'est vrai, ça permet. En fait, l'idée, voilà, elle est en lien direct avec ma situation. Je suis assis à ma place, continuellement à la même place, en bougeant de quelques centimètres. Je me déplace, mais je reste, pour ainsi dire, toujours à la même place. Et je salue vraiment ce support extraordinaire qui me permet de ne pas m'enfoncer. Il supporte mon poids qui n'est pas très élevé. Et voilà, donc je suis assis à cette même place et j'attends. J'attends, non pas que le temps passe, mais j'attends qu'arrive le temps le temps du message, le temps de l'événement. Pour chacun d'entre nous, il y a des moments marquants. Il y a des événements de rupture qui font, coupent en deux, qui créent une discontinuité. Il y a eu un avant. L'avant, c'était un temps où on avait la possibilité d'approcher les gens
que nous aimons, les gens que nous connaissons le plus au monde. Voilà, ça peut être des parents, ça peut être d'autres gens. Au niveau de la proximité, on n'est pas obligé de se concentrer uniquement sur les parents ou sur la famille. Mais il y a toujours un moment où ça bascule. Et donc, voilà, donc, un tel est décédé, un tel est mort, un tel, il a eu un accident, un tel, voilà, voyez, j'attends qu'on m'informe. Alors, en même temps, j'attends, mais en même temps, je fais en sorte qu'on ne puisse pas m'atteindre d'une certaine façon. Je veux rester comme si je voulais rester en dehors du monde. On ne peut pas dire que je ne sais pas faire face à la douleur. Voilà, la douleur. Donc revenir vers la douleur, le cycle de la douleur. Aujourd'hui, on fait des performances. Ces performances, quelquefois, sont assez poussées. Il peut y avoir, je ne sais pas, il y a eu quelqu'un qui se faisait un peu mutiler gentiment, mais qui subissait des opérations pour modifier l'anatomie de son corps. Alors ça allait morceau par morceau, partie par partie. Après, c'est sorti. Là, c'était quelqu'un qui avait ce positionnement se référant à l'art. Après, d'autres gens ont fait des transformations corporelles au niveau de leur dentition, au niveau de leur visage, des tas de choses comme ça se sont couverts de motifs et de peintures, enfin et là, on les appelle pas artistes. La chose est devenue, finalement, tout le monde s'y est mis. Tout le monde, il y a eu des gens qui se sont fait implanter des choses dans leur corps. Alors, peu importe où c'est, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Donc, pour ce qui est de porter atteinte à son corps, là aussi c'est banal dans certains milieux. Voilà, on se fait mal, quelqu'un voilà, devient le bourreau, un autre devient le supplicié. Tout cela est plus ou moins dit. On dit que c'est, comment dire, c'est un accord entre les deux protagonistes. C'est le supplicié contrôle le degré de supplice qu'il a envie de subir. Une drôle de contrat, en tout cas, comme les contrats de soumission. Quelqu'un qui rédige un contrat de soumission dans lequel il édicte ses propres volontés. Alors on a un soumis, un futur soumis qui a de la volonté, qui impose à son futur maître les conditions et comment la soumission doit se dérouler. Quand on se soumet, on n'a rien à dire, on se soumet totalement. Mais c'est à l'autre de faire. Voilà. Et donc dans ce qui est de l'ordre de la performance physique, consistant à s'auto-mutiler ou à subir des sortes d'atteintes assez profondes à son intégrité physique. Là, j'ai pas besoin d'aller très loin. Les chiites le font très bien. Il y a aussi des gens qui revivaient ou imitaient la crucifixion du Christ. J'en ai plus entendu parler depuis un moment. Mais pour ce qui est des chiites, les chiites, c'est chaque année, donc il y a un certain nombre de gens qui s'infligent des blessures corporelles. En fait, l'idée, c'est de faire couler le sang d'abord, parce que obligatoirement, c'est la chose qui frappe, faire couler le sang. Mais on voit que ça ne s'arrête pas à ce niveau, que réellement,
les fouets sont des fouets qui peuvent lacérer le corps. Alors si je dis je vais faire une performance, et, il y a le réel. Je ne peux pas faire de performance tant qu'il y a le réel. Et le réel, il me dit, voilà, la douleur infligée à son corps de façon volontaire ou pas, c'est quelque chose de... Tu n'as pas besoin d'aller très loin, tu n'as pas besoin de trouver des acteurs, de faire répéter. Non, cette chose-là, il suffit d'aller à Karbala, il suffit d'aller à Qom, il suffit d'aller à Bahreïn, il suffit d'aller à un endroit où il y a des chiites et tu vas voir. À un moment, il suffisait d'aller à Mani pour assister à ces choses, à ces mutilations. Il y a encore des mutilations ailleurs dans le monde. Il s'agit, je ne sais pas si on peut appeler ça des mutilations, mais c'est quand même des choses assez poussées. Alors la douleur, donc, qui dit douleur, dit seuil de tolérance. Et en fait, pour la douleur physique et la douleur psychique, il y a aussi des seuils de tolérance, comme pour, un peu pour les alcooliques. On devient, quand on atteint un certain degré, on devient insensible un peu. Moi, je vis dans la douleur, mais j'ai atteint là aussi un certain extrême. Et c'est vrai que toute ma vie actuelle est régie dans le but de pouvoir en fait recevoir la douleur à venir et je ne sais pas comment me comporter avec elle. Alors le cycle, pourquoi un cycle? Parce que c'est une chose qui dure. On n'a jamais fini avec la douleur. Et c'est sûr que je me répète, mais qu'est-ce que je peux faire contre ça? Il y a des découvertes. Alors, Galilée a découvert ceci, je ne sais pas, Archimède a découvert ceci, et puis Razi a découvert ceci, puis Al-Bayrouni a découvert ceci, pour faire un peu justice aux savants musulmans, et puis Khawarizmi a découvert ceci. Moi, je découvre, j'ai rien découvert, je découvre des douleurs et des inconforts que je ne connaissais pas avant. Voilà, j'ai une douleur, elle est toute nouvelle celle-là, bienvenue à toi. Tu viens me rendre visite, tu es juste de passage ou tu vas rester? On ne sait jamais. Une douleur, c'est pas toujours quelque chose qui passe. Bien sûr, on prend un petit truc et ça y est, la question est réglée. Mais réglée pour combien de temps? Il y a un moment, il va falloir s'auto-médicamenter de façon très intense. Un comprimé ne suffisant plus, donc il faut augmenter la dose. Je ne sais pas si on prend la figure du Christ. Le Christ, on le voit on voit pas toujours un Christ souffrant et se tordant de souffrance. On voit un Christ peut-être émacié, mais c'est une scène douloureuse que la crucifixion. Mais d'ailleurs, des gens sont allés voir si c'était possible ou pas. La façon dont on représente le Christ sur la croix n'est pas conforme à la tradition romaine, n'est pas conforme aux usages de l'Antiquité. Donc c'est un peu allégorique, c'est un peu une représentation post-événement. Donc ou alors c'est une représentation qui tient du symbolique pour beaucoup de ces aspects. Donc finalement, on pourrait voir des larmes couler, on pourrait voir la bouche se tordre de douleur, un rectus, c'est quelque chose. On voit juste un Christ, évidemment, toujours assez mince, même un peu amaigri, mais jamais
en pleine santé. Et peut-être qu'il aurait été en pleine santé au moment de sa crucifixion. Je ne sais pas s'il jeûnait ou s'il avait des épisodes de malnutrition, etc. Je ne sais pas comment il était physiquement, s'il a vraiment existé. En tout cas, le problème est que on voudrait que le corps, là, le Christ, ce n'est qu'un prétexte à comparaison. Après tout, Dieu n'existe pas et beaucoup de gens y croient. Alors Christ a existé, n'a pas existé, que des gens y croient sans l'avoir, sans en être sûr, c'est encore plus probable que de croire en Dieu. Mais bon, c'est une chose. Voilà, c'est le mystère de la foi. Alors, il y a le mystère de la supportation de la douleur. Pourquoi certaines personnes supportent plus que d'autres, ça c'est aussi un mystère. Mais pour ce qui est d'imprimer sur son corps. Alors, son corps doit devenir un reflet, mais comment peut-on représenter réellement les épisodes de douleur de ce corps? Je ne sais pas, je me rappelle cet épisode de la série Avenger, chapeau melon et bottes de cuir, dans lequel il y a quelqu'un qui n'a plus de visage suite à un accident, suite à quelque chose d'assez dramatique. Et pour exprimer ses sentiments, il a toute une série de masques. Alors le masque où il est joyeux, le masque où il est triste, le masque où il est en colère, etc., etc. Bon, il n'en a pas une infinité, mais il en a quelques-uns qui sont montrés dans l'épisode. Mais comment décrire, comment en fait finalement se modeler en fonction de la chose qui nous a le plus fait mal? Quand la personne qui vous a fait le plus mal, c'est vous-même. Alors comment se représenter? Alors, bien sûr, des manières d'expier, je ne sais pas comment on peut expier. Moi, j'ai pas la force d'expier en me faisant mal. Donc la douleur doit être le reflet de ce qu'on a traversé. Seulement, il peut y avoir des douleurs ou des épisodes douloureux qui ont marqué plus que d'autres. Je me suis réveillé et j'ai vu que mes cheveux ou ma barbe est devenue plus blanche d'un seul coup, plus blanche. Ou alors, je me suis réveillé et d'un seul coup, j'ai pris 5 ans. On va rester dans la moyenne. J'ai vieilli d'un seul coup. Ne parlons pas de ce qui se passe à l'intérieur, ça c'est le domaine du mystère le plus absolu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Tout à l'heure, je me sentais mal. Donc là, il y avait un truc, quelque chose qui n'allait pas. Alors, le problème, c'est pas tant de mourir, car jusqu'à preuve du contraire, c'est la fin. Alors, mais surtout, de laisser les choses en plan. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer à quiconque. Simplement, et puis il y a des choses... on n'est jamais prêt. On dit, je me prépare, je fais de l'ordre dans mes affaires, etc. Et comme ça, quand la fin arrivera, tout sera... Et non, on peut faire ça avec les choses administratives, mais quand il s'agit de choses qui sont en fait les accumulations qu'on a faites, il y a des choses qui ne peuvent en aucun cas parler à quelqu'un d'autre. Et même, il y a un moment où on se demande, quand on regarde, quand on revient un peu regarder les choses qu'on a mises de côté, mais ça me rappelle rien. Ça me dit pas pourquoi je l'ai mis de côté.
Ah, ça peut être comme cette histoire quand j'ai ramené du Maroc, une poche en papier craft. La poche en papier craft, pourquoi? Ben parce que ça me disait, ça me rappelait mon enfance. Mon enfance, bien sûr, en embellit. Cette période-là, c'est ce que tout le monde fait plus ou moins. Euh, comme cette histoire que j'ai vue dans un épisode dans lequel le personnage enfin, de Poirot va mourir. Alors il dit à son ami de très loin, très longtemps, le fume heureux, où ces moments, cette période-là fut heureuse. Nous fûmes heureux. Alors, euh, finalement, on fait un peu, on absout un peu le passé et on considère qu'il a été formidable, alors qu'en fait, peut-être qu'il n'a pas été tant que ça. Donc notre enfance devient une référence absolue en matière d'heurosité, en matière de joie et en matière de toutes sortes. Alors une simple poche en carton euh, est capable de faire remonter beaucoup de choses. Le moment où on allait chez l'épicier, et voilà, l'épicier, il est en train d'ajouter ou d'enlever en fonction de la quantité qu'on lui a demandé. Il ajuste évidemment le poids de la marchandise. C'est de la farine, il va ajouter, c'est autre chose. Donc il va essayer d'arriver à un poids, au poids juste. Et évidemment, on sait, cette poche, elle est quand même fragile, il faut faire attention. C'était avant le plastique et c'était pas un autre monde, mais c'était presque un autre monde. Après est venu le plastique. Et le plastique est plus solide et le plastique est peut-être moins cher sûrement que le papier craft et etc. etc. Et le plastique il peut être plus coloré. Le papier craft c'était un bleu, je fait quelque chose d'assez terne. Alors un bleu délavé, je sais pas, ouais, quelque chose dans ce genre. Et donc voilà, on voit aujourd'hui, voilà la chose. Aujourd'hui, le craft revient, le papier revient, enfin le carton revient, tout sauf le plastique. Comme ça, un retournement des choses. Peut-être cette poche en craft parlera à quelqu'un, mais le reste, ça ne dira rien à personne. Voilà donc le cycle de la douleur. En fait, on est fondamentalement la vie, elle est faite de façon difficile à accepter. Euh, il y a toujours ce décalage entre soi et comment dire, quand on voit naître une portée d'être, on va dire, comme on l'appelle, une famille d'un seul coup. Voilà, 9 enfants. On va appeler les bébés d'autres êtres vivants des enfants, pareil, le même nom. Pourquoi? Famille, enfant, même catégorie sémantique, plus de différence. Et donc on voit 9, et c'est 9 ou 6 ou plus, selon les espèces, et selon peut-être la chance, on ne sait rien si c'est une chance, mais en tout cas, il y a quelques fois où d'un seul coup, on a une quantité de bébés assez importante et qui jouent ensemble. Ils constituent presque une unité. Ils sont du même âge, ils sont nés le même jour, ils, ils découvrent la vie ensemble. La vie, on la découvre généralement tout seul. On met du temps. Le frère ou la sœur qui nous précède ou qui arrive après nous, il y a toujours un décalage. Ce décalage, il ne se
il ne s'annule jamais. Donc le rapport est un rapport assez marqué par cela, par ce décalage. Comme nous avons un décalage avec nos parents, et ce décalage fait que nous nous communiquons que d'une certaine façon. Nous n'arrivons pas à installer une communication qui serait fructueuse pour les deux. Qu'est-ce que mes parents pourraient attendre venant de moi? Pas grand-chose. Ils me voient depuis toujours faire mes classes, apprendre à m'exprimer, apprendre à regarder les choses. C'est eux qui m'ont appris beaucoup de choses, et etc., etc. Et moi, je viens avec la volonté de leur apprendre. Ça les intéresse pas. Ils peuvent réagir comme ça. Alors, ce décalage ne va jamais disparaître. Et puis l'évidence, ce décalage continue. En général, ils vont s'éteindre avant moi. Et moi, j'en ai pas fini avec. Je ne sais pas si eux, ils ont fini avec moi, mais moi, j'ai pas fini avec. J'ai envie d'avoir une communication, d'avoir une relation qui va en s'améliorant. Je me dis un jour, je vais être considéré comme un être sensé, un être qui peut amener quelque chose. Oui, un être comme eux. Il n'y a plus ce décalage, il n'y a plus cette barrière de l'âge, il n'y a plus cette hiérarchie presque. Eh bien non, c'est pas possible. Voilà, donc la douleur, elle est inscrite à plein de niveaux. La douleur qui est en fait, il y a des douleurs très silencieuses, presque inaudibles. Et puis il y a des douleurs qui sont très lancinantes. J'ai une douleur, non pas pour les choses que j'ai perdues, mais les choses auxquelles j'ai renoncé. Il y a eu comme ça des moments dans la vie où j'ai pris une décision, j'étais assez certain d'avoir pris la bonne décision. Et c'est ça le problème. C'est pas qu'on m'a forcé à prendre cette décision, c'est moi qui l'ai prise. J'ai dit cette histoire-là, ou cette évolution-là, ou ce destin-là ne m'intéresse pas. J'ai fait le choix de ne pas prendre une route qui s'ouvrait devant moi et maintenant. Alors après, j'ai une douleur, une sorte de douleur qui est là, une douleur ordinaire. Le rappel de l'expulsion, de nombreuses expulsions auxquelles j'ai été confronté quand, voilà, quelqu'un m'a interdit de fouler son territoire d'une façon ou d'une autre, quand j'étais interdit de séjour dans la vie et dans le cœur et dans le corps, et je ne sais pas quoi d'autre, dans la vie, donc de certaines personnes. Je ne sais pas, voilà, je me dis, ce que je dois regretter, c'est peut-être pas ça. À regretter les choses auxquelles j'ai renoncé volontairement, en pleine conscience. Et voilà, sûrement une ruse, sûrement le côté vicieux du destin qui vous fait prendre évidemment des vessies pour des lanternes, etc., qui vous fait croire que vous pouvez vous déterminer de façon pleine et consciente et que parce que vous êtes un être doué de raison et qui peut finalement un peu s'affranchir de la passion, et voilà, cet être de raison accru. Voilà, et cet être de raison a sûrement échoué, a sûrement fait le mauvais choix.
voilà un péché d'orgueil dans son expression la plus majestueuse et évidemment la plus horrible. Si donc le cycle de la douleur, c'est extraordinaire comment les choses se font. On trouve dans certaines cultures une sorte de mode, je dirais mode, puisque ça y ressemble, un engouement pour finalement prier de façon identique pour les morts. Voilà. Chaque fois qu'un mort et une information à propos d'un mort est portée à la connaissance d'un certain public, on voit défiler les mêmes phrases stéréotypées, mais qui finalement se vident de toute, j'allais dire, de toute implication et de toute empathie, puisque finalement c'est un stéréotype, c'est une réaction. On pourrait confier ça à une machine. On dirait, voilà, comme pour les robots qui rédigent des articles, si on leur fournit suffisamment d'éléments, ils sont capables de produire des articles très qui peuvent tromper les rédacteurs. Voilà. On pourrait ne pas faire la différence entre un article provenant d'un robot, enfin d'une intelligence, comme on dit, artificielle ou autre, et puis un article rédigé par un journaliste humain. Donc, puisque souvent les deux ont recours aux mêmes sources d'informations, et il y a aussi un style un peu stéréotypé, la façon, voilà, les gens issus et formatés par des écoles qui suivent toujours la même méthodologie, qui forment les gens selon toujours les mêmes critères et les mêmes modèles et les mêmes... donc, la mort, puisque c'est la chose concluante, la douleur, d'accord, et il y a la mort. Finalement, nous avons la douleur, notre douleur, elle prime sur la douleur des autres. Moi, j'ai perdu un être cher, et c'est cet être cher qui me fait pleurer. Je trouve ça pas juste. Je dois pleurer pour... si je dois aussi être aussi triste pour d'autres gens. Je trouve que c'est équitable de pouvoir regretter la mort de n'importe qui, à part évidemment mes ennemis. J'ai des ennemis, que ce soit des ennemis de classe ou des ennemis que j'ai pu me faire tout au long de ma vie. Pour moi, il y a des gens, il y a dans l'humain, il y a des gens qui sont assez... voilà, mais c'est une autre question. C'est juste pour dire que je suis dans une réalité psychique et je ne l'oublie pas, dans ce désir d'englobement du monde, ce désir de faire du monde une affaire personnelle. Tout ce qui arrive au monde doit me toucher, doit finalement me faire réagir. C'est vrai que beaucoup de gens réagissent à ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé hier, ce qui va sûrement se passer demain. Ça fait réagir le monde. Surtout, j'oublie jamais cette question, j'en ai jamais parlé, mais c'est une question évidente. Beaucoup de gens pleurent parce que ce sont des gens clairs de peau. Et même si on ne les dit pas blancs, ils sont blancs. Et pour eux-mêmes, ils sont blancs. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être racistes? Ils sont racistes. Ils sont anti-couleur. Ils sont blancs. Alors,
ça passe bien, puisqu'on trouve parmi ces gens des gens à la peau très claire, et puis avec les cheveux raides, et puis avec les yeux bleus, verts, toutes sortes. Ça fait des sortes... c'est très, très facile de s'identifier. Ça m'a fait penser à cette chose qui m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas, sûrement ça a dû se passer au Liban, quand il y a eu la guerre civile et puis les attaques israéliennes, etc. Les morts, sûrement, les morts des années 70 portaient sûrement, les hommes en tout cas, peut-être les femmes aussi, j'en sais rien, mais en tout cas les hommes portaient des pantalons à pattes d'éléphant et quand j'ai vu ce qui se passait en Bosnie, le truc, c'est la chose qui m'avait frappé, c'était que les vêtements qu'ils portaient ressemblaient aux miens. C'était, ces gens-là n'avaient rien de différent de moi. Ils avaient les mêmes blousons de jeans, ils avaient les mêmes motifs, ils étaient habillés pareil. Ça fait une proximité assez troublante. Et pourtant, ils étaient morts. Et puis, si on transpose les choses et qu'on arrive au continent dit africain, qu'il faudrait peut-être débaptiser ou baptiser autrement, et finalement, la chose est que ben, les gens dits noirs sont beaucoup moins considérés. Évidemment, les drames qui leur arrivent nous touchent beaucoup moins parce que n'oublions pas que parmi ces gens, il n'y a pas toujours que des victimes et que parmi ces gens, il y a énormément d'hierarchie, qu'il y en a un certain nombre de ces gens un peu qui sont mal perçus, mais qui exercent aussi de la violence contre ce qu'on pourrait appeler leurs semblables, etc., etc. Et en fait, dans cette opération, personne n'est innocent. Tout le monde fait du mal à tout le monde et tout le monde massacre tout le monde. Dans certaines circonstances, tout le monde est capable d'infliger la pire des souffrances quand on imagine des gens faire manger la chair des parents à des enfants. On imagine que c'est des choses assez particulières. Personne n'a le monopole de l'atrocité. Ni les Européens, ni les gens dits africains, ni personne. Personne. Et c'est pour ça que le discours qui finalement la mort de ta mère me touche, la mort de ton père me touche. Et si je suis sensible à ce qui peut arriver, finalement je vais essayer de te préserver. Je ne veux pas que tu perdes ta mère trop tôt, comme moi je ne veux pas perdre la mienne trop tôt. Je ne veux pas qu'elle souffre. Et voilà, et on se dit que la souffrance et la douleur, c'est la même pour tout le monde. Donc de cet universalisme qui doit être rappelé. C'est pas qu'il est totalement ignoré, c'est qu'il est juste un peu mis de côté. C'est un universalisme pur et simple. Enfin, pur et simple. C'est un universalisme très concret, très... Alors, cycle de la douleur, voilà, donc, évidemment, dans cette présentation, il n'y a pas quelque chose de très linéaire. Il y a des endroits, il y a des installations. Alors, comme on peut visiter un lieu où on expose des choses et d'autres, obligatoirement, quand on passe
d'une œuvre, enfin d'une réalisation. Cette réalisation a peut-être un nom, elle porte un nom, elle a sûrement quelque chose qui la différencie de la réalisation d'à côté, mais aussi par rapport au moment où elle a été faite. Donc, ça fait ensemble, en même temps, c'est différent. Donc, le propos général, c'est le cycle de la douleur. Après, il y a énormément de choses qui peuvent être incluses là-dedans. Donc, finalement, accueillir l'année, ce n'est pas faire preuve de pessimisme ou de dolorisme. Voilà un terme intéressant. Le dolorisme, c'est cultiver la douleur, mais non pas jusqu'au point. C'est une piqûre. On appelle ça, on pourrait utiliser le terme de piqûre de rappel. Piqûre de rappel, ça dit bien son nom. C'est piqûre de rappel. Le rappel est intéressant de se rappeler qui on est et de se rappeler ce qu'on va devenir. Mais moi, je suis dans une situation où, évidemment, il y a eu un terme que j'entendais dire et que je ne répétais pas puisque j'avais jamais l'occasion de l'utiliser à mon tour. Je ne souhaite pas ça, même à mes ennemis. Alors, finalement, c'est une situation où j'attends que la douleur me traverse de partout et qu'elle me tombe dessus. Parce que mathématiquement, logiquement, si elle n'est pas arrivée hier, elle va arriver peut-être demain, ou dans 2 jours, ou dans un mois. Je suis là, positionné, en attente. Là, je ne peux faire appel ni à Dieu, ni à rien. Puisque Dieu m'a donné, si quelque part m'a donné suffisamment de temps que je puisse faire mes adieux, et je ne les ai pas faits. Alors, voilà. Et j'ai pas trouvé la force de m'extraire de cette position-là pour aller vers... Et donc, alors comment on dit, on pourrait, comme cette histoire de refléter les différentes sources de douleur ou les différentes intensités de la douleur, comment finalement matérialiser ça et comment dire. Et alors on voudrait en fait avoir un corps et une expression, je ne sais pas comment dire, comment ça peut se faire. Il y a des gens qui portaient, là on est juste sur une sorte de choses un peu au niveau de l'invention, on n'est pas dans l'application. Comment porter voilà, les gens qui portent la croix du Christ, ils la portent sur une certaine distance. Alors, évidemment, sur comme on appelle ce moment, alors il y a ça, c'est un nom. C'est un nom, voilà, le Christ, voilà, selon la légende, il portait la croix, il la traînait. On peut imaginer que c'est que le lieu où on exécutait les gens, peut-être qu'il y avait déjà des croix et qu'il suffisait de placer, de faire tomber le cadavre qui était déjà et puis monter quelqu'un d'autre, on peut imaginer. Mais j'ai oublié le terme, j'ai peur d'utiliser un terme que ce ne soit pas du tout le bon, alors j'évite. En tout cas, voilà donc une croix, même si évidemment ça doit être lourd, bois massif, etc. J'imagine, aujourd'hui on ne fait pas une croix
avec n'importe quoi. On imagine que c'était du bois massif. À l'époque, je ne sais pas si c'était du bois massif, il ne devait pas y avoir tant de bois que ça. En tout cas, c'est lourd et il faudrait avoir, comme c'est évidemment, on trouve ça chez des gens qui sont un peu dérangés mentalement, parce que c'est un peu extrême, qui s'obligent à marcher en rampant, par exemple, à ne jamais utiliser leurs jambes, à se traîner sur le sol, sur des centaines de kilomètres, je sais pas, alors, pour expier, je n'en sais rien. En tout cas, porter quelque chose symboliquement, on porte le poids de son fardeau, enfin le fardeau de son crime, on le porte, ce n'est pas visible. Et tout le corps est investi par jusqu'à ses constituants les plus infimes, est investi par le sentiment de culpabilité. Rien y faire, je ne pourrais pas être sauvé, je fais partie de la catégorie des gens qui sont perdus. Qui sont perdus pour l'église ou pour toute autre chapelle. Ah, c'est pas la peine de vouloir me sauver. C'est pas une petite confession, c'est pas une petite absolution. Je suis foutu. Et je dois vivre avec ça. C'est lourd, ça pèse des tonnes, c'est partout. Quoi que je fasse, je suis... j'en sais rien, je l'ai exprimé ça, je l'ai exprimé plusieurs fois, de plein de façons. Le problème de la douleur, alors j'ai placé quelques mots pour essayer il y a un petit, puisque c'est un cycle, il est possible que ça c'est pas quelque chose qu'il faut finir du premier coup, il faut attendre. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, finalement, les gens, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens, et la distance fait que les gens, comme ils ont créé des langues spécifiques, et créent aussi des systèmes de vérité, ou des systèmes d'interprétation du monde, des origines du monde différents. C'est une histoire j'allais dire, de lieu ou d'éloignement. Ça fait, et puis même, un système une foi, elle subit aussi l'effet d'éloignement du centre, mais aussi l'effet du temps. Plus on s'éloigne du moment de l'émergence, plus on voit finalement se mettre en place des dérivations et des sortes comment on appelle ça, des et le terme est très significatif, hein, en fait, mais je ne vais pas le retrouver. Euh, voilà, donc la vérité, la difficulté d'établir une vérité universelle. Et il y a tellement de traditions, et ces traditions sont fortes et installées, et on ne peut pas comme ça les démettre pour en mettre autre chose à la place. Si on imagine que le corps est important, et moi je considère, au vu d'un certain nombre d'éléments, en rapport aussi avec ma culture d'origine, pour moi le corps, il doit continuer d'exister même après la mort. Alors, quand on voit ce qui se passe en Chine, dans les villes surtout,
et j'imagine encore plus dans les îles, Hong Kong, etc., où les corps sont brûlés de façon systématique. On ne peut pas inhumer, on ne peut inhumer personne, j'imagine, faute de place. C'est une solution, je ne sais pas, je pourrais dire de façon comme ça, franche, ultra franche, ça me convient, ça ne me dérange pas. Je suis pas là, j'habite pas là-bas. Donc je note ça comme une information, comme voilà, un trait de culture. Et puis j'oublie. Mais justement, donc cette histoire que nous devons en fait converger quand nous avons un problème aujourd'hui en fonction des subventions, en fonction de plein de choses, il peut y avoir un travail collectif de par le monde pour faire face à un danger imminent. Par exemple, il y a bien sûr la concurrence, etc., et la compétition, mais mais il y a peut-être plus aujourd'hui qu'auparavant, il y a une collaboration, même par le biais de l'espionnage ou du vol de connaissances, il y a malgré tout des contacts, et ces contacts facilitent l'adoption d'une solution, enfin le trouvement d'une solution à certains défis ou à certaines menaces actuelles ou aux menaces à venir. Il y a, donc là je parle des menaces biologiques, mais il y en a d'autres. Alors il peut y avoir comme ça, et c'est quelquefois assez simple de convaincre les gens de la nécessité d'un tel effort quand il s'agit de réfléchir au sens de l'existence et à ce qui se passe après la mort. Là, il n'y a pas trop d'espoir à ce niveau-là. On ne peut pas attendre que les gens réalisent un accord sur sur une plateforme, j'allais dire, sur des éléments simples, mais consensuels. Alors, sur la base d'observations, etc. Il y a tellement... et puis, même les foi anciennes, elles sont... Quelquefois, elles mutent et elles donnent naissance à d'autres foi. Et on ne voit pas l'extinction des foi, on voit une foi qui est remplacée par une autre, et à chaque fois, finalement, cette déresponsabilisation, on voit la responsabilité de certaines choses à quelqu'un d'autre, à une puissance, alors qu'en fait, oui, il y a sûrement des responsables, mais ce ne sont pas les puissances. C'est peut-être ce qui est responsable, c'est autre chose, c'est peut-être quelque chose de très microscopique, je n'en sais rien, qui fait et défait les choses, qui est plus puissante. Et il peut y avoir en tout cas, les dieux tels qu'on les imaginons, ce sont des dieux comme souvent très, très ressemblants, qui nous ressemblent, et ils n'ont pas ce caractère d'altérité absolue que devraient avoir les dieux. Voilà. Donc les dieux peuvent même séjourner parmi les hommes, ce qui est extraordinaire. Et les dieux reçoivent des représentations très, comment on appelle ça, j'oublie le terme grec, très anthropique, quoi, voilà. Et c'est ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la religion, c'est la naissance des sectes, mais pas les sectes, c'est la naissance des... J'ai pas trouvé le terme. En fait, par exemple, ce qui est passé sur la personne du Christ et toutes les divergences auxquelles a donné naissance cette
ce débat autour de la nature du Christ. Et après, évidemment, on a vu émerger d'autres motifs de conflictualité et d'opposition et de séparation. Voici donc le problème est là. Comment persuader l'autre qu'il est mon semblable en tout point, même si il parle un idiome différent, même s'il a quelquefois plus clair que moi ou plus foncé que moi, même si il a quelques préférences culinaires qui ne sont pas les miennes, même si quelquefois il est même s'il semble un peu différent. Mais en fait, le sort qui l'attend, c'est le même sort qui m'attend à moi, et nous partageons énormément d'éléments, ce qui nous rapproche, évidemment, une phrase toute faite, est plus fort et plus fondamental que ce qui nous sépare. Donc c'est un plaidoyer un peu désespéré ou un peu comme ça pour rien, inutile. Voilà, je ressens la douleur, donc je ne peux pas infliger de la douleur, même la plus infime, même un petit pincement, Oui, je me l'inflige quand j'ai vraiment, dans des circonstances où je dois, par exemple quand j'étais jeune, quelque part, ça pouvait retarder l'éjaculation et je me pinçais mais je ne me pinçais pas par plaisir, je me pinçais par nécessité. Mais si je devais pincer quelqu'un, je serais très désolé pour cela. Je ne pourrais pas le faire. C'est plus que ce que je peux faire jamais. Voilà, donc la même chose, le même corps, les mêmes terminaisons nerveuses, les mêmes vecteurs, les mêmes. Il y a des choses qui nous font mal plus que d'autres, et puis il y a tout. Puis il y a le fait de traumatiser quelqu'un. On ne peut pas traumatiser quelqu'un. Moi, je sais que j'ai été traumatisé, mais je sais aussi que j'ai traumatisé. J'ai traumatisé un peu par négligence, par légèreté. J'ai dit des choses que je ne peux plus rattraper. Parce que j'ai oublié. Voilà la chose. Si un certain a écrit un livre pour appeler au meurtre et à l'extermination de gens, bien sûr, il y a un livre. Il a écrit un programme. Mais malheur à ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas compris comme il fallait le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On ne peut pas leur reprocher ça non plus, mais on regrette qu'ils n'aient pas compris qu'il y avait là un danger des plus extrêmes. En tout cas, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai pu dire de méchant, de blessant, et je l'ai la plupart du temps oublié. Il y a un refoulement, il y a un processus de refoulement, un processus d'amnésie, auto-amnésie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui fait que je me suis auto-lavé de cela d'une certaine façon. Et je dois, dans ce processus de reconnaissance et de réattribution, je dois me réattribuer des choses que j'ai oubliées. Par définition, par logique, je dirais que j'ai dû, on va dire, quelquefois on me dit, mes mots ont dépassé mon intention. Enfin, oui, on dit quelquefois les mots qu'on ne pense pas. Qu'après on s'approprie plus
dont on ne réclame pas la paternité. Bien sûr, il y a des mots, on a essayé à un moment donné, quelquefois, il arrive, il arrive qu'on dise un mot et son mot reste toujours valable. Celui-là, mais c'est un mot qui était dit dans un contexte social, par exemple, il ne s'adressait pas à un individu, il n'excluait pas, au contraire, mon mot n'était pas un mot d'exclusion. Donc, j'ai commencé il y a longtemps, donc par une seule intervention que j'ai faite dans un rassemblement, c'était de dire à propos d'un mort qui a été tué lors d'une protestation contre une réforme de l'université, j'ai dit que cet étudiant qui était mort n'est pas un étudiant algérien, mais un étudiant de France. Donc, je l'ai dit au moment où on a fait la mobilisation pour dénoncer ce crime. Alors, voilà, la chose, c'était très clair qu'il fallait surtout pas laisser le mort ou le martyr devenir la propriété d'un État, même si ses parents sont originaires de cet État, il est en France, il a été tué en France, et il faut pour cela condamner l'État français et la répression des forces de sécurité françaises, ou des forces de répression françaises. Sécurité, mon œil. Donc voilà, la chose était très, très... Et j'en ai parlé parce que c'est revenu, parce que les choses ne disparaissent jamais, c'est revenu dans la bouche de quelqu'un, parce que quelqu'un a écrit un livre, il y a eu quelqu'un de mort, qui était un écrivain et algérien, journaliste, qui a été fondateur de Radio Beurre, etc. Et il a écrit un livre dans lequel il parle de cette affaire, de ce Malik, etc. Et j'imagine qu'il le réalgérianise. Voilà la chose. Alors qu'en fait, l'idée que j'avais compris, c'était pas l'union des étudiants, pas français, mais les étudiants de France, et non pas les étudiants français. Et là, toute la nuance. Voilà, j'en ai gardé une idée très claire, malgré les années. Ça, j'ai pas oublié. Voilà, donc je viens de la répéter devant vous, et voilà, c'est très net. Bien sûr, je pense que ça n'a rien changé aux choses. Les Algériens sont tellement nourris de leur roman national, de leur mythologie à proprement parler, totalement déraisonnable, et presque qui pourrait prêter à sourire si elle n'était pas une idéologie excluante, une idéologie qui est basée sur une certaine lecture de l'histoire. Toujours la victime, et jamais, évidemment, c'est les purs, et leurs mains sont restées pures, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais massacré, et on connaît un peu les événements. Il y a eu des crimes impossibles à oublier, commis par les libérateurs, et on le sait. Un simple rappel comme ça, il y a des faits comme ça qui surgissent. Alors, dans cette histoire d'un oublissement des libérateurs de l'Europe, les soldats US, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, je sais pas les boys, mais en tout cas les GIs, je ne sais pas comment on les appelait. En tout cas, il y avait certains qui se livraient à des actes criminels, viol, j'imagine, vol, meurtre. C'est pas les soldats qu'on voit défiler et qu'on
et avec les femmes qui se jettent dessus pour les embrasser, et les soldats qui donnaient du chocolat et des cigarettes, etc. Ça ne se passait pas toujours comme ça. Il y avait un côté sombre de toute cette histoire. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité, mais c'est fait partie de la réalité de la guerre. Ceux qui font la guerre, même quand il s'agit d'une guerre dite légitime et une guerre de libération, ça n'en fait pas toujours des anges. Un soldat, ça tue. Ça tue, un soldat, c'est un assassin, et souvent c'est rien que cela. Un assassin qui, ça dépend de quel côté il se trouve, et donc voilà, alors ça change. Alors la coalition du mal et la coalition du bien, ben, finalement, quelquefois, c'est pas quelque chose de fixe à jamais. Donc voilà, on peut avoir dit des choses, on peut avoir finalement juste pas prêter l'oreille, pas avoir été dans l'écoute et dans l'accompagnement. Juste dire que c'est une chose ne nous concernait pas. Et toujours, évidemment, la langue qui est toujours prête à dégainer. C'est pas l'épée, c'est la langue. La langue qui, évidemment, qui envoie, et on voit quelquefois du lourd. Après, il s'agit là aussi de tout ce qu'on a promis à des gens. Les promesses non tenues, c'est légion. On a promis de prendre soin, on a promis de ne pas oublier, etc., etc. Voici donc la douleur, le cycle de la douleur. Dommage que je n'ai pas le talent des inventeurs de légendes. Je dois me contenter de ce que je dis et ce que j'ai sur la langue, et c'est vraiment pas... C'est pas ça. Alors comment j'entame, parce que j'ai vraiment peur, même si à un moment où je le dis, je n'ai pas tellement peur, mais je vis dans la hantise de l'annonce. L'annonce, l'annonciation, quelque chose qui va m'arriver. Je guette le moindre signe, et je sais que cette chose que j'ai, par exemple, cette chose dont je me sers pour voir de près, cette chose, elle sera encore là. Qu'est-ce qui me dit qu'elle sera encore là demain et peut-être encore quelque temps? Parce que la probabilité qu'elle se casse, qu'elle se brise, est pas très... Il y a une durée de vie pour les composants. Et bien sûr, au bout d'un moment, et selon l'usage, etc., cet objet est déjà tombé, mais il ne s'est pas cassé. Contrairement à d'autres loupes qui se sont cassées, mais cet objet-là est mieux fait. Il a coûté plus cher, il est mieux fait. Donc demain, quoi qu'il arrive, demain, cet objet se fiche, qu'on soit en l'an 2021, 2018, 2030, il s'en fiche. C'est pas, on ne peut pas lui demander son avis, on ne peut pas communiquer avec. C'est un objet, ou je ne sais pas, un objet, c'est peut-être un peu discriminant. Peut-être qu'il a une conscience, j'en sais rien. Les objets ont peut-être une conscience, une vie à eux, de par leur composition atomique, ne serait-ce que pour cela. Oui, leurs atomes vivent une vie, voilà, quelque part, atomes et tout le reste, tout l'univers subatomique. Voilà, donc finalement, cet objet-là,
il sera encore là, il ne changera pas de forme, il ne changera pas de fonction, il ne changera pas de couleur, il ne changera pas. Et moi, demain peut-être, dans quelques heures, toute ma vie sera changée. Parce que quelque chose se sera produit. Un événement. Il y a deux personnes qui sont à l'origine de mon existence. Bien entendu, derrière ces personnes, il y a d'autres personnes. Mais principalement, il faut bien un peu discriminer, se concentrer sur des gens en particulier. J'ai déjà une moitié qui a disparu et l'autre moitié, elle va peut-être disparaître d'ici peu de temps. Alors je dois dire quoi? Je dois vivre ça comment? Beaucoup de gens vivent ça, ils l'ont vécu avant moi et je sais pas, je pourrais demander à bénéficier de leur expérience, à bénéficier de leur savoir sur la question. Voilà, vivre en sachant que les choses risquent de devenir totalement autres. Et pourtant, il faut continuer de faire comme si, quelques heures avant, j'étais encore en train de boire parce que j'avais soif. J'obéissais à un besoin naturel. Oui, c'est vrai, je pourrais poser un verre d'eau et boire avant de m'endormir, et ce sera peut-être mon dernier verre. En fait, je préfère même mourir cette nuit plutôt que de vivre ce qui m'attend. Je préfère. J'ai pas la corpulence pour cela. J'ai pas j'ai pas la force. Bien sûr, j'ai peut-être la force, mais je vais être anéanti et j'ai pas la force de faire face au fait que je ne me suis pas reproduit, au fait que je n'ai pas assuré ma continuité et que j'ai pas la force d'attendre de vieillir. Alors évidemment, la solution, comme a dit Woody Allen, que j'ai vu dans un petit extrait hier, il disait il préférait, finalement, il ne veut pas voir la mort venir, il préférait mourir dans son sommeil. Et c'est, voilà, on pourrait dire c'est une solution de lâcheté, une solution de facilité. Bien sûr, c'est Woody Allen, il était déjà vieux quand moi j'étais jeune. Donc qu'il soit encore là, c'est quelque chose de très remarquable. Mais la vie peut très bien faire en sorte que c'est moi qui parte le premier. Est-ce que Woody Allen m'a transmis quelque chose dans ce questionnement sans cesse qu'il pratiquait et qu'il ne cessait de dérouler tout au long de ses films? J'y allais comme d'autres gens. J'allais voir ces films. Il y avait des choses, il y avait plus que ça. Et donc ça faisait que ces films passaient. Je sais pas, c'est vraiment les préoccupations d'une autre personne, bien sûr, mise en scène, et esthétisée, etc. Après, donc, pas envie de vieillir, simplement. Là encore, il y a quelqu'un qui s'exprimait dans ces extraits qu'on fait à l'occasion de la fin de l'année. Il y a quelqu'un qui s'exprimait, qui disait, oui, voir des rides. Mais ça montre que la personne, elle n'est pas encore tout à fait dans la vieillesse. La vieillesse, c'est pas les rides, ça c'est l'élément extérieur. C'est pas de voir son corps changer à la surface,
la vieillesse, ça touche autant au mental qu'au physique. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus tenir debout, que vous n'avez pas 80 ans, mais vous déjà pourriez très bien faire une lourde chute. Alors imaginons, à 80 ans, une chute, fracture du bassin, c'est la mort, mais dans des conditions assez horribles, des souffrances. Et déjà, aujourd'hui, là, je suis assis, il m'arrive rien, mais parce que je suis assis. Je pourrais très bien avoir une sorte d'absence et me retrouver, mais en général, c'est pas encore ça. Ça arrivera peut-être, mais si je me mets debout, et si par exemple, je veuille mettre un peu en équilibre, je sais pas, mettre un autre pantalon, etc., je dois faire attention. Si plein de choses comme ça, mon corps, mon dos s'arc, je ne sais pas pourquoi, il s'arc, il devient, et j'imagine, je parle même pas de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a énormément de choses. Alors, moi j'ai une maladie un peu spéciale, mais d'autres, j'ai perdu énormément de choses. Alors je dois compter sur ma mémoire. Ma mémoire, je sais par expérience qu'elle est défaillante, mais certaines choses pour lesquelles elle n'est pas encore. Quand je pouvais voir le pigeon ramier, quand je pouvais le voir à des mètres, je pouvais voir que c'était un pigeon ramier. Et j'arrivais à le différencier du pigeon bisé ordinaire, pigeon ramier, qu'est-ce qu'il faisait là. Et quand je voyais le rouge-gorge et que je pouvais vraiment, qui chantait, posé sur une antenne de télévision, ben je voyais, quand je voyais les hirondelles qui s'alignaient au moment, à l'arrivée du retour d'Afrique, donc je voyais, quand je voyais le tablier, c'était quand je voyais les moineaux et que je voyais le tablier. Ça, c'était, je voyais, hein, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de l'âge parce qu'il a un tablier qui commence à être imposant. Ah, je dis, c'est dans la fleur de l'âge ou déjà quelqu'un, un être un peu vieillissant. Il y a des tas de choses. Je voyais le marron des plumes, je voyais toute cette richesse, j'allais dire, pectorale qu'il y avait au chromatique qu'il y avait sur le corps d'un simple moineau domestique. Après, il y a d'autres choses. Alors voilà les choses. Alors on perd des choses et on les remplace par rien. Il n'y a pas de compensation. C'est uniquement un processus de perte qui peut être plus ou moins accéléré selon les individus, selon l'aléatoire de chacun. Et puis voilà, donc on perd une chose et quelquefois on pourrait même oublier qu'on a perdu cette chose. Heureusement aujourd'hui il y a des termes que j'ai oubliés, je me souviens que je les avais. Mais imaginons, arrivera le moment où je ne me saurais même plus si je les avais. Si je les avais eu un jour. Je sais que j'étais doté d'une bonne mémoire et que vraiment je pouvais, comme une sorte de cabrise, je sautais d'un mot à un autre, d'un synonyme ou d'un antonyme, peu importe, passer. Vraiment, le vocabulaire me posait que très 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 peu de problèmes. Je pouvais, vraiment, je me sentais très libre et très à l'aise dans toutes les arcanes de la langue. Et aujourd'hui, voilà, je dois faire avec les trous. Des trous, toujours des trous, des trous. Et voilà, il y a quelque chose qui fait des trous, qui pomme. Son travail, c'est ça, c'est de faire des trous par où chaque fois qu'elle a la possibilité.
Voilà, c'est une douleur, une douleur un peu du type de la douleur qui n'est pas très forte. Et les choses se passent de façon presque discrète, très progressive. Bon, demain, on va dire, tiens, on va me découvrir un cancer. Un cancer. À ce moment-là, ce n'est plus dans la progression, c'est dans l'accélération et dans la fulgurance. Mais, pourquoi je parle du cancer? Parce que quelquefois, on a envie de rendre hommage à quelqu'un qui a été oblitéré par le cancer, qui a été effacé de la vie par le cancer. Et puis, il y a aussi cette personne qui m'avait dit qu'elle avait peur de mourir parce qu'elle avait un cancer. Et moi, j'ai rien dit. Je lui ai rien dit. À proprement parler, peut-être que je ne me sentais pas très concerné. Qu'est-ce que dire à quelqu'un qu'on va mourir, qu'est-ce que ça a de concret? C'est vrai que la mort, on pourrait dire que ça me connaît la mort. Mais je me rappelle un épisode de ma vie, il y a eu la mort d'un grand-père, et moi, dans le cortège funèbre, j'étais plus intéressé par les filles de la famille que j'avais jamais vues. Cette quantité de filles m'avait fasciné. Et je n'ai pas pleuré mon grand-père, je pense pas. Et j'étais là à m'extasier devant toutes ces filles. C'est vrai que j'ai raté là une occasion de me mettre en ménage, de faire ma vie de marié, mais bon, voilà. Au moins j'aurais un peu... j'aurais été coupable, mais au moins ça m'aurait profité. Là, je me sens coupable, mais c'est tout. C'est tout ce qui me reste. Cette culpabilité d'avoir été ce que j'ai été, cette culpabilité d'avoir été presque absent quand la personne m'avait déclaré qu'elle avait peur. La peur de l'autre. C'est pour ça, qu'est-ce que ça peut nous dire? En fait, vous n'avez pas tellement peur pour l'autre, vous avez peur de la mort de quelqu'un, vous avez peur du manque que ça va faire. Je ne sais pas, l'idée n'est pas très claire, mais en tout cas, vous ne pleurez pas la personne, mais vous pleurez le fait qu'elle va vous devenir inaccessible, parce que vous en avez besoin. Mais les gens dont vous n'avez pas grand besoin, vous pouvez les laisser partir. Bien sûr, je reprends cette histoire que j'ai déjà placée avant, et cette personne qui s'était plainte, qui a dit oui, j'ai mal dans le bas du dos. Moi, à une époque, je m'étais réveillé sur, etc., le matelas, quand on a un bon matelas, etc., machin, et pour prévenir justement les maux de dos. Donc, moi, je lui ai conseillé de voir s'il avait une bonne laiterie, voilà, de faire. En fait, c'était le cancer. Quand il a été voir, je ne sais pas dans quelles conditions, il a été faire un examen, et on lui a découvert un cancer. Et le cancer, c'est le cancer qu'il a effacé de la vie, qu'il a oblitéré, c'est ce cancer-là. Lui, il m'avait déclaré son inconfort, et moi, comme réponse, j'avais juste vu qu'il était, que cet inconfort pouvait, voilà. Vraiment, c'est pathétique, mais c'est comme ça, c'est pathétique. Après, la personne, elle m'a toujours plus ou moins tenu à l'écart de sa vie, je n'avais pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai été assez, je ne sais pas comment dire, pas de sentiment,
Et, mais en tout cas, le fait que la personne soit passée par les soins, par le processus long des soins, et que finalement, qu'elle ait pu un peu reprendre sa vie, se remettre à vivre, revenir dans son milieu d'origine, avec les cheveux courts. Mais après, il y a eu une rechute, et finalement, le temps entre les deux épisodes n'a pas été très long, et la personne est- a été, a été élaguée, voilà, partie. Euh, Bien sûr, l'université lui a fait rendu hommage, etc., etc. Mais pour moi, c'était un élément important d'un certain arrangement du monde, dans certaines dispositions, mais pas plus. Voilà. Ce qui nous fait, nous touche, c'est le côté un peu impuissant que nous pourrions connaître, nous aussi. Lui, il a été surpris, il a été poignardé, il a été trahi par la vie. Moi aussi, je pourrais l'être. Après, le regret, je sais pas comment je pourrais l'appeler. Comment je pourrais le dire. Oui, je regrette pour lui, pour les gens qu'il aimait, pour qui il était indispensable, enfin il était irremplaçable. Je regrette cela. Et je regrette euh, ouais, moi, évidemment, la vie m'a laissé vivre plus longtemps, et je suis une sorte de survivant par rapport à des gens que j'ai connus, des gens qui étaient de mon âge ou des gens qui étaient plus âgés. Aujourd'hui, j'approche les 60 ans, je suis toujours vivant. C'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup comment dire, j'ai eu beaucoup de la vie. C'est pour ça, arrêter, ça me dérange pas. J'ai vu ce que je voulais voir, ce que je pouvais voir, et maintenant, je peux, je peux m'en aller, comme on dit. Voilà, donc la douleur, c'est comment arriver à, à communiquer sur cette base commune et entre les gens. Entre les gens. Et en fait, moi, avant de parler de ma douleur ou de mon inconfort, avoir déjà un discours, avoir déjà dit des choses sur l'inconfort des autres. Je dois avoir de l'empathie, mais de l'empathie concrète, pas de l'empathie un peu abstraite, genre encore une fois les Syriens, ou, etc. Et bien sûr, je ne dévoile pas certaines choses parce qu'il y a des gens pour lesquels je n'ai pas d'empathie, et c'est une chose horrible que j'ai en moi. Voilà l'horreur, en moi il y a l'horreur. Et peut-être une source de douleur, une source de consternation. Je suis consterné par ce que je peux avoir. Bien sûr, moi je ne vais pas écrire un livre en disant exterminons les inférieurs et exterminons euh, les, euh, les différents. Je ne ferai jamais cela. Mais n'empêche que je suis prisonnier d'un certain nombre de stéréotypes et de préjugés, et j'ai du mal, alors que je suis en partie depuis mon enfance un combattant acharné contre la distinction et contre la séparation entre les êtres. Mais finalement, j'étais mieux enfant. Ouais, j'ai quelque part où je m'élevais contre le fait de montrer certaines personnes du doigt et
de les ostraciser. Hein, je suis beaucoup un peu. Donc, on est dans la vérité entière de l'être. Et la vérité entière, il y a, elle est composée, elle est pas homogène. Il y a, je pourrais dire, il y a du déchet. Il y a de l'inacceptable dans cette vérité. Il y a des choses dont on ne peut pas se réclamer. Mais ça fait partie de moi. Ma vérité, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas toute bonne à prendre. Voici, au moins, avoir la lucidité à ce niveau-là et ne pas oublier cela. Alors j'ai honte, bien entendu. J'ai honte de dire en quoi je suis quelqu'un qui est qui doit voilà. Donc finalement dans cette histoire de la douleur j'ai dérivé un peu peut-être. Et comment parler, la douleur elle est multiple. J'ai la douleur d'être moi-même dans mon imperfection et dans la relativité de la personne que je suis. Je suis obligé d'introduire, de réduire ma personne. Ma personne, elle ne peut pas fonctionner comme un exemple, comme une référence, parce qu'elle est imparfaite, parce qu'elle porte en elle des choses qui sont immondes. Voilà, voilà le terme. Et bien entendu, donc c'est la douleur, Donc j'ai parlé pendant 1 heure et quelques, ça suffit largement, puisque il y a eu un stade de la douleur, mais je ne sais pas où la placer, qui était pendant ces fêtes de fin d'année, donc le protocole, enfin, ou le protocole, je ne sais même plus comment on appelle ça. En fait, la tradition de présenter les vœux, ben, finalement, je n'ai pas eu de vœux sauf d'une famille et donc et d'une personne. Voilà, donc 2 présentations de vœux. Et finalement, la personne première m'a laissé un message et l'autre personne a téléphoné simplement. Donc je sais que là, il y a un message et de l'autre côté, il y a un appel. Après, à vue comme que ça s'est passé comme ça, j'ai préféré garder le silence, surtout que moi, l'année d'avant est une année qui a une importance pour moi par rapport à un aspect numérique. Simplement, il y a des chiffres qui constituent pour moi un rappel d'un traumatisme assez immense, assez profond. Après, mais l'année actuelle, c'est l'année de toutes les mauvaises promesses. Les promesses dont je ne veux pas entendre parler. Elle promet pour moi des choses totalement inédites. Elle me promet que je vais souffrir, que je vais aller mal, que je ne vais pas aller mieux, que la chose que j'attends, ben finalement c'est une chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre de ce qui détruit et non pas ce qui construit, ce qui élève et ce qui permet
permet d'enfin pouvoir se dire je commence à réunir les différents éléments qui composent ma personne et je vais pouvoir finalement me mettre à produire un discours global. Je vais pouvoir dire ma vérité et je ne pourrai pas le faire si je suis frappé de douleur comme ça, comme je le prévois et comme cela devrait se produire. J'ai vu, encore une fois hier, des gens qui étaient là, alors je ne sais pas comment ça a été fait, il y a eu Edgar Morin qui ne fait pas encore peur. Bien sûr, il est âgé, très âgé, comparé à d'autres. Et, et voilà, il arrive, je ne sais pas, il a une écharpe, il doit se couvrir pour ne pas attraper froid. Et je ne sais pas s'il a un dentier, probablement qu'il a un dentier. Après, il a le visage un peu amaigri, la barbe évidemment blanche, ça c'est normal. Mais il n'a pas les yeux qui se sont enfoncés. Il n'a pas ce côté émacié qui fait penser à la mort imminente. Bien sûr, il peut mourir. Il y a des gens qui sont morts bien avant lui, qui étaient du même âge ou qui étaient même plus jeunes, mais surtout qui avaient l'air d'aller mieux, qui avaient l'air d'être encore, qui avaient des joues, qui avaient de la chair. Mais lui, finalement, on pourrait dire, oui, il a la chance de passer l'année. L'année qui vient, il a la chance de la passer. Bien sûr qu'il y a des gens qui attendent, ils ont sa nécrologie toute prête et ils attendent un jour. Voilà, ils vont parler de lui. C'est vrai que Le Monde, par exemple, va lui consacrer une notice assez longue parce que le personnage a marqué son époque, il a beaucoup produit, notamment en termes de néologisme et en termes de construction et d'invention sémantique. Et puis il y a le côté des concepts, etc. etc. Alors voilà, le monde est ainsi. Cette douleur qui est là, il n'est même pas embusquée. Elle ne se cache même pas. Elle est là à tourner autour, elle va et vient. On ne peut pas la chasser. Elle te dit à un moment, je vais me saisir de toi. Au moment où tu baisseras ton attention, tu seras moins vigilant, j'attaquerai. Elle est prête à fondre sur moi comme elle est prête à fondre sur d'autres personnes. Voici donc quelque chose qui va se passer d'horrible, mais en même temps déjà très ordinaire. Voilà, l'ordinaire de la vie, c'est la mort. La chose la plus courante, la plus récurrente, la plus finalement la plus familière. c'est paradoxal, mais on est familier avec la mort. On la voit partout, et aujourd'hui encore plus, puisqu'on est informé du moindre décès, presque. Bon, pas en Asie, s'il y a quelque chose, mais en France, voilà, déjà, c'est grand la France, et voilà, un tel est mort, ceci, cela, etc. Et on est vraiment, donc la chose, je ne sais pas si c'est les féminines ou c'est d'un genre autre, cette chose qui voilà, c'est toujours un peu la reprise de cette composition
magnifique, je ne sais pas si elle a été écrite par Brel, en tout cas dans cette histoire Les Vieux, et qui dit la, la, la chose qui résonne et qui dit je vous attends. Voilà, évidemment, cette chose que j'ai dite, inspirée de Brel, c'est vrai, c'était tellement juste. Alors, on a, voilà encore un élément paradoxal et presque encore paradoxal, pathétique et tout ce qu'on veut. Brel qui parle de la vieillesse, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit les textes, alors que lui, finalement, ne devient, jamais peut devenir vieux. Comment peut-il parler de façon aussi juste de la vieillesse et d'être aussi convaincant, d'être aussi finalement éternel, parce que ce qu'il a dit est toujours d'actualité. Il y a un moment, et c'est pour ça quand je me dis, moi je me suis assis et j'attends, c'est en partie de Brel que ça vient. C'est Brel. Et on attend. Et on attend et on entend toujours une sorte de bruit, le tic-tac. Tac, 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 tac. Et c'est le temps qui passe. Tac, tac, tac. Bien sûr, c'est un bruit répétitif, mais en même temps, il y a du changement. Ça peut sembler immobile, mais en même temps, et plus les secondes passent, plus il nous rapproche de la mort, bien sûr. Donc Brel a été déterminant dans ma vision des choses par rapport à ce texte, à cette composition. Et voilà. Et donc, c'est assez paradoxal. Alors, qui est celui qui parle le mieux de la vieillesse? Est-ce un vieux ou est-ce quelqu'un de pas encore vieux? Brel, qui pouvait se permettre de parler d'un âge avancé, lui qui pensait qu'il allait pouvoir vivre jusqu'à un âge avancé, la vie lui a réservé un de ses tours dont elle a le secret. Bien entendu, et on regrette pour lui, évidemment, qu'il soit mort à un âge qu'il soit mort très jeune, finalement. Il y a comme ça donc c'est pour ça que je parle d'universalité, c'est dans ce sens-là. C'est parce que la chose ait été dite par une personne ou une autre, finalement elle semble correspondre à ce que ressent à ce que peut ressentir chaque personne. On peut finalement, à travers Brel, justement, on peut comprendre ce que peuvent ressentir des gens qui sont différents de nous. Et on peut se projeter et sans trop se tromper dans le sentiment des gens que la mort guette et que la vieillesse tient. Voilà, donc ce glissement progressif, cette descente, ce moment où finalement on fait plus rien, on attend, on devient partie, on devient comme du mobilier. On est assis à une place la même. Il y a rien de différent entre moi et une chaise. Je me déplace tellement peu que je peux ressembler à un objet immobile qui est là. Si on le touche pas, si on le déplace pas, il se déplacera pas de lui-même. Voilà, donc il attend.
Un objet, il attend. Il attend quoi? On ne sait pas. Nous, on sait. On sait qu'on n'a qu'une vie. Un objet, il peut attendre longtemps et finalement avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Et nous, non. On a une vie et elle va s'achever. Elle va s'achever, tiens, ce soir, peut-être ce matin, peut-être la nuit qui approche, l'autre nuit. Ouais, peut-être que je n'ai que peut-être j'ai que 20 heures encore d'espérance de vie. Ouais, finalement, dans ce bruit obsédant, et on imagine que c'est dans le silence que ça résonne. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, 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 tic. RIP.